Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aborde enfin sur ma chaîne la fameuse thématique des CV. Donc je vais vous présenter aujourd'hui 3 CV dans 3 contextes différents. Le premier CV, c'est lorsque l'on veut être sélectionné en master. Le deuxième CV juste en face de vous, c'est pour la recherche de stage, notamment en master. Et le troisième, c'est pour la recherche d'emploi une fois qu'on est diplômé. Donc les 2 premiers CV s'adressent aux étudiants et le dernier s'adresse plutôt aux diplômés psychologues, bien que vous allez le voir, il y a beaucoup de similitudes entre les 3. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le premier CV que j'aimerais vous présenter puisque je reçois énormément de demandes, de questions par rapport au stage. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous présenter le CV que j'avais envoyé lors de ma recherche du premier stage, à savoir en master. Donc vous allez le voir, j'avais déjà effectué un stage en EHPAD, mais c'était plutôt un stage lié à mon réseautage, en tout cas aux personnes que je connaissais, donc je n'avais pas réellement postulé. Ce CV-là, c'est le CV que j'ai envoyé pour effectuer un stage de 200 heures dans une structure en lien avec mon projet professionnel. Donc déjà, au niveau du CV, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a quelque chose de très épuré juste ici. Je me souviens très bien de la manière dont j'avais construit l'architecture de mon CV. C'était quelque chose qui était épuré et puis progressivement, il y avait des couleurs qui s'ajoutaient vers le bas. Encore une fois, au niveau de l'architecture, vous avez quelque chose d'assez lisible et surtout d'assez aéré, puisqu'il y a bon nombre d'étudiants qui veulent tellement montrer qu'ils ont fait plein de choses qu'ils ont tendance à mettre des gros paquets un peu partout et du coup ça devient vite illisible. Rassurez-vous, lorsque vous cherchez un stage en master, notamment lorsque vous n'êtes pas en reconversion professionnelle ou en formation continue, on sait bien évidemment que vous n'avez pas une multitude d'expériences. Donc mieux vaut mettre la vérité, mieux vaut proposer des petits textes au lieu vraiment de vouloir s'étendre. Restez vraiment synthétique et mettez en avant ce que vous voulez mettre en avant, c'est-à-dire votre profil et votre appétence pour la psychologie. Donc le CV que vous avez devant vous, c'est le CV effectivement que j'avais envoyé. J'ai rajouté des petites choses qui ne sont pas véritablement véridiques. C'est simplement des étudiants qui m'ont dit que ça pourrait être intéressant de placer une case bénévolat. Donc c'est un CV que j'ai construit à l'aide de nombreuses remarques d'étudiants et également de professeurs et puis aussi de psychologues qui sélectionnent du coup des étudiants pour des stages. Donc au-delà de cette bannière assez synthétique et surtout très épurée, j'ai fait le choix d'ajouter une photo. Donc c'était pas la photo que j'avais mis à l'époque. Faites attention aux couleurs de la photo puisque bon nombre de recruteurs impriment les CV. Donc faites attention que ça soit pas quelque chose d'un peu crado qui pour le coup vienne faire ressortir ou baver les couleurs. On en reparlera pour le prochain CV qui est totalement noir et c'est un véritable loupé de ma part. Mais pour le coup, restez sur quelque chose d'assez épuré aussi au niveau de votre photo. Je me souviens que j'avais mis aussi une petite phrase synthétique en expliquant un petit peu qui j'étais et surtout vers quel projet professionnel je pensais m'orienter. Donc ça ne correspond plus du tout à ce que je voulais, enfin ce que je fais actuellement, mais en tout cas à l'époque, je voulais m'orienter vers la clinique du trauma. Donc ça c'est toujours en lien avec ce que je fais actuellement, mais surtout m'orienter plutôt vers quelque chose en lien avec la psychologie du travail. Donc comme quoi vous voyez comment en quelques mois on peut véritablement changer de volonté, puisque c'est vraiment quand j'ai commencé à m'orienter vers la psychologie clinique que je me suis dit plutôt que je voudrais une pratique hospitalière qu'en entreprise. N'hésitez pas aussi à bien rajouter vos coordonnées, quelque chose de lisible. Les coordonnées, c'est l'adresse, l'email et le téléphone portable. Pareil, si vous avez le permis, n'hésitez pas à l'ajouter, puisque ça c'est très recherché, notamment si vous êtes amené à vous déplacer en voiture, bien évidemment, durant votre stage. Ensuite, j'ai fait plusieurs petits encarts, plusieurs petites zones qui délimitent vraiment la formation, les compétences, le stage, l'expérience professionnelle, mes centres d'intérêt et également mes expériences en bénévolat. Sachant qu'à l'époque, quand j'ai postulé, je n'avais absolument pas d'expérience en bénévolat, mais comme je vous l'ai dit, ce sont des étudiants qui m'ont conseillé de rajouter ça. Donc, au niveau des formations, moi je me souviens que j'avais vraiment mis mon baccalauréat, puisque à l'époque c'était avec ma licence l'autre diplôme que j'avais, et j'avais quand même mis en avant le fait que j'avais fait des TPE en lien avec l'impact psychologique de la Grande Guerre mondiale sur les peintres. Donc ça on y reviendra, mais c'est très important de lier vraiment l'ensemble de votre formation à la psychologie, puisque c'est vraiment là-dedans que vous allez vous orienter. Donc, bac littéraire, ensuite bien évidemment ma licence de psychologie. Je n'ai pas eu de mention, mais là c'est très important si vous en avez une de le mettre. Et puis pareil, d'indiquer le cadre de votre recherche, donc notamment le mémoire, le fameux TER que vous avez fait. Pareil, si vous avez eu d'excellentes notes dans quelques cours, n'hésitez pas à détailler l'ensemble des cours que vous avez eus, là où il y a eu des bonnes notes, puisque bien évidemment si on vous pose des questions lors de l'entretien, il vaut mieux savoir maîtriser le sujet. Là, moi, je n'avais ni DU, ni certification, ni initiation. Mais là, si vous avez fait des petites formations en parallèle, des colloques, des séminaires, et si, bien évidemment, si vous avez fait un DU, même s'il est en cours de validation, marquez-le, c'est hyper important.
Au niveau de vos compétences, bien évidemment, on se doute bien qu'un élève qui a une vingtaine d'années ne va pas avoir l'ensemble des compétences liées au métier de psychologue. Bien évidemment, si vous êtes en reconversion, pas reconstruction, même si le mot est un joli lapsus, en reconversion professionnelle, là, vous pouvez mettre l'ensemble de vos compétences. Moi, à l'époque, j'avais mis mon niveau d'anglais, ma maîtrise du pack office, également mes qualités rédactionnelles, puisque je n'avais pas mis que j'avais eu 16 à mon TER de L3, mais c'est important aussi de mettre la note de son TER si elle est au-dessus de 14 par exemple. Et puis aussi le fait que donc j'étais douée en rédaction, comme je le disais, et que j'étais initiée à la langue des signes. Au niveau de mon stage, donc là, mettez vraiment toutes les expériences de stage que vous avez eues. Il ne faut pas en mettre une parce que ça a été celle qui vous a le plus plu. Il faut vraiment mettre tout ce que vous avez fait en stage. Donc généralement en licence, on a fait minimum un stage. Ça, c'est vraiment ultra conseillé d'avoir fait un stage, notamment en L3. Moi, j'avais fait un stage de 100 heures en EHPAD et du coup, là, j'ai vraiment détaillé le peu que j'avais fait durant ces 100 heures de stage. Ensuite, ici, c'est vraiment l'expérience professionnelle. Moi, j'avais aucune expérience professionnelle en lien avec la psychologie. Ça, c'est toujours la grande question. C'est pour ça que j'ai mis 3 petits points ici. Alors, bien évidemment, ces 3 petits points ne doivent pas apparaître sur le CV quand vous l'envoyez, mais c'est vraiment pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter à mettre tout ce que vous avez fait. Ça montre aussi que vous êtes dynamique, que vous êtes courageux, que l'été, vous avez travaillé. Voilà, moi j'avais fait du babysitting et j'étais assistante administrative dans l'entreprise de mes parents, donc autant vous dire que ça n'avait rien à voir avec le métier de la psychologie, même si j'ai dû exercer beaucoup de patience au cours de cette expérience professionnelle, c'était pas vraiment en lien avec la psycho. Mais mettez-le quand même et essayez vraiment de creuser et d'en discuter entre vous pour faire ressortir le plus de psychologie de vos expériences professionnelles. Au niveau de vos centres d'intérêt, là j'ai joué le côté un peu enfantin avec des petits pictogrammes colorés. Pareil, faites attention à l'image que vous renvoyez. Moi, comme j'ai un CV assez épuré et plutôt bien organisé, j'ai voulu rajouter aussi un petit trait de ma personnalité qui est la créativité. Et puis aussi le côté un peu enfantin à certains moments, qui je trouve est aussi une qualité à certains moments. Justement, j'ai mis ces petits pictogrammes. Donc là, j'ai mis en avant mes centres d'intérêt qui, à l'époque, étaient la natation, la cuisine, aller au cinéma et commencer la méditation. Là, pour le coup, je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'avais absolument pas d'expérience dans le bénévolat. C'est très important d'en mettre. C'est aussi là que s'insèrent naturellement les services civiques. Donc bien évidemment, là, vous détaillez tout ce que vous avez fait. Donc là, j'ai repris l'exemple d'une jeune étudiante qui est venue me voir la dernière fois et qui m'a dit qu'elle avait fait donc des expériences de bénévolat au sein de la Croix-Rouge. Et puis aussi, si vous êtes membre d'association, vous le mettez. Si en plus, c'est des associations étudiantes en lien avec la psychologie et donc avec votre UFR, c'est tout bénef. Voilà, donc là j'attends vos conseils, j'attends également vos remarques constructives sur ce CV. Généralement c'est un CV qui plaît aux recruteurs, j'en ai discuté avec eux, c'est quelque chose d'épuré qui met en avant vraiment notre attrait pour la psychologie au travers des formations, des compétences et des stages. On dirait vraiment que c'est cette partie-là qui est le plus important. Et puis aussi toute une partie un peu plus personnelle qui nous permet de mettre en avant différentes compétences, nos centres d'intérêt et nos envies. Voilà, donc là c'est un CV généralement qui permet d'obtenir un stage ou en tout cas d'obtenir un entretien qui vous permet de décrocher un stage. Bien évidemment, le CV ne fait pas tout, on en reparlera dans une prochaine vidéo qui sera dédiée aux lettres de motivation. Alors ensuite, le deuxième CV, c'est le CV catastrophe, celui-là. En réalité, lorsque je l'ai réalisé, le fond était beaucoup plus clair. C'est-à-dire que c'était un gris un petit peu marbré qui donnait un effet un petit peu papier froissé, super joli. J'aimais beaucoup l'esthétique de ce CV, mais là, la catastrophe, quand je l'ai imprimé, il est pourtant en couleur, comme vous pouvez le voir avec les nuances de bleu, c'est devenu tout noir. Donc là, faites très attention et imprimez toujours votre CV avant de l'envoyer, même si vous l'envoyez par mail, parce que si votre recruteur l'imprime, c'est ce qui se passe dans 80% des cas pour pouvoir annoter lors de l'entretien votre CV, là c'est la cata et ça donne un aspect carrément funeste à votre CV. Donc on va imaginer que le CV est un petit peu plus clair. Ce qui était vraiment pour moi important de mettre en avant, c'est ce CV que j'ai utilisé pour la sélection en master. Donc moi, il faut savoir que j'ai postulé donc à la fin du Master 1 pour rentrer en Master 2. Maintenant, c'est un peu différent puisque la quasi-totalité des universités font la sélection à la fin de la licence, donc à Bac+3 pour rentrer en Master, donc valider le Bac+5. Mais là, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué pour moi à mettre en place dans le sens où c'est pas le CV que j'ai utilisé, c'est en tout cas la trame que j'ai utilisée, mais ce qui est indiqué est un peu faussé puisque moi, au moment où j'ai postulé en Master 2, du coup, j'avais quand même l'expérience du Master 1 où c'est durant cette année que j'ai fait le plus de stages, le plus d'expériences bénévoles, le plus de choses en lien en fait avec mon projet professionnel. C'est vraiment durant cette 4e année que tout s'est construit pour moi. Donc là, en l'occurrence, vous avez devant vous le CV du coup que j'aurais pu créer si j'avais postulé du coup à la fin de ma L3 pour rentrer en Master 1.
Donc là, très naturellement, on a la même chose que tout à l'heure, hein, vraiment un titre, donc Danae Holler qui est mon nom et mon prénom. Et puis aussi un titre au CV, je suis étudiante de psychologie, je ne peux pas inventer grand-chose d'autre. Et puis également aussi vos coordonnées avec le permis de conduire, qui est optionnel parce que pour le coup, permis de conduire, je ne vois pas trop ce que ça peut être utile quand on est étudiant en master, hormis pour le stage, mais ça c'était dans l'autre CV. Là, j'ai vraiment mis en avant du coup cette partie formation sur une ligne du temps parce que quand on fait de manière verticale, ça fait un peu liste de courses. Donc attention à ne pas vouloir trop remplir votre CV par des grandes lignes, privilégiez plutôt des bulles, des cases, des choses qui vont vraiment être un peu plus dynamiques. Donc là, j'aime bien cette notion de ligne du temps qui permet de voir la progression de l'étudiant et surtout que cette ligne du temps, elle continue et que ça prouve aussi votre envie du coup de rentrer en master. Donc là, j'ai repris vraiment le brevet des collèges. Là, c'est totalement faux. Je me souviens que j'avais complètement menti là-dessus. C'est pour ça que faites attention, quand on ment sur son CV, il faut maîtriser son mensonge. Donc je ne vous le conseille absolument pas. Moi, en réalité, j'ai fait mon stage de découverte de 3e année, donc en 3e. C'était chez un vétérinaire. Et là, je suis allée inventer que je l'avais fait chez un psychologue scolaire. Donc heureusement, lors de mon entretien, quand on m'avait posé une petite question sur le métier du psychologue scolaire, j'avais su répondre. Mais si vous mentez, attention à ne pas vous embirlificoter les pinceaux et vous prendre les pieds dans le tapis. Ensuite, j'avais indiqué du coup mon baccalauréat, avec là pour le coup la vérité, je n'avais pas menti 2 fois et heureusement, sur les TPE, donc à savoir l'impact psychologique de la guerre mondiale sur les peintres. Ça avait pas mal suscité débat, on m'avait posé des questions sur les stress post-traumatiques, sur la clinique du trauma, sur vers quelle clinique je voulais m'orienter. Et puis ensuite, bien évidemment, ma licence de psychologie. J'aurais pu rajouter la note que j'ai obtenue à mon mémoire. Si vous avez bien évidemment une mention, c'est le moment de la mettre. Et puis aussi mon expérience de stage, où là je me suis trompée, j'ai mis 50 heures, mais en réalité c'était 100. Pareil, cette catégorie-là, cette bulle-là, vous pouvez vraiment plus la développer. Attention que ça ne fasse pas justement déséquilibré par rapport aux autres. Prenez peut-être le temps de faire quelque chose d'un peu plus dans la longueur. À vous de réorganiser comme vous voulez selon vos formations. On passe ensuite aux expériences professionnelles. Là, pour le coup, j'ai rien inventé. J'ai simplement repris cette expérience-là qui était donc du coup liée à une discussion que j'ai eue avec une étudiante pour vous montrer que c'est vraiment là que s'insère du coup service civique, bénévolat et action du coup dans des associations. J'ai repris du coup ce que j'avais fait, donc babysitter, assistante d'administration et puis aussi du coup là, pour vous montrer vraiment que c'est ici que ça se place, tout ce qui est en lien avec le bénévolat. Donc c'est là que ça devient un petit peu plus catastrophique sur la fin de ce CV du coup, où là j'ai mis en avant mes compétences. Ça a été très compliqué pour moi de rembobiner la cassette, de revenir en arrière sur le peu de compétences que j'avais du coup en licence. N'ayez pas honte de ce peu de compétences, encore une fois, vous n'êtes qu'en licence. Donc c'est naturel d'avoir un niveau d'anglais qui est encore en construction, puisqu'on renforce vraiment son anglais, notamment l'anglais scientifique en master. Pareil pour vos qualités rédactionnelles, bien que vous ayez normalement déjà réalisé un TER de licence, donc le fameux mémoire de L3, vous allez vraiment gagner en rédaction, notamment lors des rédactions de mémoire, justement, en master. J'avais réindiqué, bien évidemment, que je parlais de niveau débutant, donc c'était vraiment une initiation pour la langue des signes, mais là, c'est vraiment que vous insérez toutes les compétences que vous avez. Ensuite, au niveau des centres d'intérêt, donc là, vous ne voyez rien parce que pour le coup, avec l'impression, c'est vraiment moche. J'avais mis du coup un joli petit avion pour montrer que j'étais attirée par les voyages, un petit livre pour tout ce qui est lecture. Vous pouvez développer s'il y a vraiment des lectures qui vous intéressent particulièrement, si vous lisez par exemple que des polars, que des romans dystopiques, mettez-le, ça vous permettra toujours d'avoir une petite question en rab bonus lors d'un entretien pour la sélection master. Et puis j'avais aussi mis une jolie petite pellicule de cinéma pour montrer que j'étais très attirée par les séries de science-fiction. Donc là pareil, si vous êtes attiré par les films en psychologie, n'hésitez pas à en citer un ou deux pour montrer vraiment justement que vous êtes très intéressé par ça. Donc ce CV, c'est celui qui est le plus critiquable, très clairement. Donc encore une fois, soyez actifs dans les commentaires. On fait des critiques constructives, on échange ensemble sur ce qui va et ce qui ne va pas sur ce CV. Moi, j'aime bien en tout cas l'architecture de ce CV, c'est-à-dire le fond. Au niveau de la forme, je pense qu'il y a beaucoup de choses à redire. Moi-même, si un jour j'ai ce CV qui arrive dans ma boîte mail pour un étudiant, alors pas pour une recherche de stage, mais en tout cas qui veut avoir des conseils, je pense que le premier truc que je dirais, c'est que la couleur ne va pas. Passer ça, je trouve que c'est un CV qui, pour le coup, dans cette construction de la ligne du temps, est plutôt intéressant. Donc voilà, j'attends du coup vos remarques et vos critiques constructives sur ce CV pour la sélection en master. Alors ensuite, le troisième et le dernier CV, qui est donc ce CV que j'ai dû donc remettre à jour, puisque c'est un CV pour la recherche d'emploi une fois qu'on est diplômé psychologue.
Donc là, c'est un CV que j'ai remis à jour. C'est le CV que j'enverrai actuellement si j'étais en recherche d'emploi, bien que je ne le suis pas. Donc j'ai dû du coup remettre à jour tout ce qui était en lien avec la formation continue et puis aussi développer mon expérience professionnelle qui du coup date d'1 an. Donc, on va commencer par le haut du CV. Déjà, faites attention aussi à la petite mise en forme là, qui n'est pas très jolie avec cette bordure blanche. À vous de voir au niveau des marges quand vous imprimez. Pour le coup, j'ai mis ma petite photo. Après, là, n'hésitez surtout pas à remettre, bien évidemment, de manière assez lisible, le plus lisible que vous pouvez, pas trop gros, il ne faut pas que ça choque, c'est pas le plus important dans votre CV, surtout quand vous envoyez par mail, les gens ont généralement déjà vos coordonnées, mais là remettez bien téléphone, email, adresse et puis également permis B, parce que dans certaines offres d'emploi, c'est vraiment clairement indiqué qu'il faut avoir le permis. Ensuite, un titre au niveau du CV, là pour le coup j'ai remis mon prénom et mon nom, j'ai également indiqué que j'étais psychologue clinicienne, j'ai presque envie de rajouter des parenthèses sur le psychologue clinicienne. Vous connaissez mon point de vue, c'est pareil, on en reparlera pour justement ce nom à rallonge au niveau de ma fiche de poste. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est que vous marquiez que vous êtes psychologue, parce que c'est réellement ce que vous êtes une fois que vous avez un Master 2. Ensuite, une petite phrase, donc là que je vais détailler, qui sera vraiment en lien avec les expériences et avec la formation. J'aime bien mettre une petite phrase synthétique. Alors, sachez que certains recruteurs n'apprécient pas trop ça. Donc il faut vraiment manier cette phrase-là le mieux possible, que ce ne soit pas une phrase à rallonge. Là, je vous ai mis une phrase à rallonge parce que j'ai mis des parenthèses pour que vous puissiez comprendre ce qui se cache derrière les mots. J'ai donc indiqué que j'étais spécialisée. Alors là, faites attention, c'est un petit peu casse-gueule de mettre spécialisée parce que avec si peu d'expérience professionnelle, on n'est clairement pas spécialisé. Donc plutôt, commencer cette petite phrase par fortement intéressé ou particulièrement passionné par... Donc voilà, la prise en charge de la douleur et des maladies chroniques. Là, j'ai détaillé pour vous ce que j'entendais par maladie chronique, à savoir maladies auto-immunes, maladies cancéreuses et maladies neurodégénératives. Et j'ai aussi indiqué du coup que j'avais à cœur de proposer une prise en charge intégrative. Là aussi, faites très attention au mot intégratif parce que bien évidemment, si vous postulez dans une structure où pour le coup l'obédience est clairement psychanalytique, ou à contrario vraiment très TCC, là faites attention à bien manier les mots. Donc moi j'ai clarifié la chose pour vous en expliquant du coup que mon obédience était psychanalytique et que j'étais donc formée aux techniques psychocorporelles. Puisque les techniques psychocorporelles, si on regarde mes formations post-master, on les voit très clairement ici. Donc, engage vraiment de transparence avec vous. Au moment où moi j'ai postulé du coup pour mon premier emploi de poste une fois que j'étais diplômée psychologue, j'avais donc en cours ce DU-là et ce DU-là. Le reste, je ne l'avais pas encore fait. C'est juste que là, je vous présente un CV si, à l'heure actuelle, demain, je postule. Donc, au niveau de mes formations, j'ai commencé par la formation continue, c'est-à-dire la formation après mon master. Donc là, j'ai mis vraiment dans l'ordre. Donc là, je suis en train actuellement de passer un certificat pour être art thérapeute. Je suis en train du coup de terminer une formation à l'éducation thérapeutique des patients. J'ai validé mon niveau 2 en EMDR, etc., etc. Pour le coup, une fois que tout ça sera terminé, peut-être, je dis bien peut-être, en fonction du poste et donc de l'offre justement à laquelle je pourrais répondre, je pourrais peut-être rajouter ici que je suis du coup art thérapeute dans le titre et aussi peut-être hypnothérapeute. Attention aussi aux idées que vous véhiculez avec l'ensemble des titres à rallonge, parce que quand on a une multiplication des casquettes du métier de psychologue, ça peut faire un petit peu peur justement par rapport à notre positionnement vis-à-vis du recruteur. Donc, on reste psychologue et moi je trouve qu'on a des outils. Donc, si vous avez le titre d'art thérapeute, mettez-le. Si vous avez le titre de sophrologue, mettez-le, etc. Mais juste faites attention que ça ne fasse pas trop brouillon par rapport à votre CV. Ensuite, ayant fait l'ensemble de mon parcours universitaire à l'université de Caen, je n'ai pas redétaillé l'université dans laquelle j'avais été. C'est important de mettre le nom de l'université parce que bien évidemment, il y a des obédiences qui sont liées à chaque parcours universitaire. Moi, du coup, j'ai redétaillé la licence que j'ai eue avec le titre de mon mémoire. Pareil, mon Master 1 avec le titre de mon mémoire de recherche et aussi le stage que j'ai fait. Et pareil pour le Master 2 avec le mémoire institutionnel et le gros stage que j'avais fait de plus de 500 heures. Au niveau de mon expérience, vous voyez qu'elle est parallèle à la formation puisque à l'heure actuelle, j'estime que c'est vraiment une balance et que tout est égal au niveau de ma formation et mon expérience. J'ai pas plus d'expérience que de formation et j'ai pas plus de formation que d'expérience. Même si, encore une fois, ça reste discutable au vu de la multiplication des formations que j'ai. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo qui sera dédiée au fameux syndrome de l'imposteur. Donc, au niveau justement de l'expérience ici, j'ai mis vraiment ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire psychologue en EHPAD. Donc là,
j'ai rajouté neurogérontopsychologue puisque c'est le titre recherché sur l'offre de poste à laquelle j'ai postulé. Donc bien évidemment, on reste avant tout psychologue. Si vous êtes attaché à ce qu'il y a avant et après, mettez-le. Moi, pour le coup, ça n'a pas une très grande espèce d'importance. Je l'ai mis parce que je voulais en discuter avec vous. Mais pour moi, je reste psychologue. J'ai indiqué le temps de travail, donc à 70%, et j'ai détaillé l'ensemble des missions que j'avais à faire. Je vous renvoie d'ailleurs à l'une de mes dernières vidéos sur la place du psychologue en EHPAD si vous voulez avoir plus de détails. Ensuite, j'ai indiqué mon activité en libéral. Beaucoup de psychologues hésitent à mettre sur leur CV lorsqu'ils sont en libéral. Moi, ça me semble important parce que ça permet notamment d'indiquer les jours où vous n'êtes pas disponible. Donc là, clairement, je ne peux pas postuler à un temps plein, mais si un jour je décide de changer de parcours en institution, par exemple, de plus travailler en EHPAD, si j'ai envie de changer, au moins, mon recruteur va savoir que je suis en libéral le vendredi et le samedi, et que pour le coup, je ne peux pas me libérer à ces moments-là. Pareil, j'ai détaillé les plus grosses parties de mon boulot en libéral. Ça peut rester optionnel, mais ça met vraiment en avant, pour le coup, l'aspect psychocorporel de ma pratique en libéral. J'ai aussi indiqué la toute petite expérience que j'ai eue, donc au moment où j'ai été diplômée, qui s'est un petit peu édulcorée dans le temps au niveau de l'année 2019, qui était donc psychologue attaché à la recherche clinique. Globalement, j'aurais très bien pu la zapper puisque au niveau des compétences, je n'ai strictement rien appris. Ça m'a simplement permis de voir que je ne voulais surtout pas être psychologue en milieu hospitalier et encore moins à la recherche clinique. Ensuite, pour terminer, les deux autres petits encarts qui sont très importants à mes yeux, bien qu'ils soient en fin de CV. Toujours attention à la mise en forme avec cette bande blanche qui n'est pas très intéressante et qui bouffe un petit peu justement de la place au niveau du CV. Donc peut-être revoir un petit peu la forme et surtout, comme je vous le disais, au niveau des marges. Là, pour le coup, concernant les compétences, c'est important de les mettre. Donc moi, je sais que je maîtrise vraiment très bien les 3 premiers points qui sont en lien avec les 3 premières compétences, à savoir le pack office, les logiciels, donc NetSoin et Doctolib, et puis également mes capacités rédactionnelles, qui vont directement être en lien avec justement ce que je détaille dans les centres d'intérêt. Après, j'ai un bon niveau d'anglais et de bonnes compétences en animation, et j'ai ensuite rajouté, donc là à vous de voir si vous êtes à l'aise pour le mettre, 2 petits traits, donc c'est-à-dire 2 points sur 5, justement au niveau de la langue des signes et de l'allemand. Ça permet de voir que j'ai été initiée à la langue des signes, que mon niveau d'allemand s'est perdu dans l'ensemble des formations que j'ai pu faire, mais que j'ai quand même quelques petites bases en allemand. Très honnêtement, je pense qu'à l'heure actuelle, si j'envoyais mon CV, j'enlèverais allemand, puisque je ne parle plus du tout allemand. Ensuite, juste ici, les centres d'intérêt, ça c'est super important. Ne négligez pas les centres d'intérêt. Beaucoup de psychologues se disent, bon allez, centre d'intérêt, c'est juste une petite ligne à la fin du CV pour poser quelques questions. Je le redis, non, non et non, c'est hyper important. Donc là, au niveau des centres d'intérêt, bien évidemment, j'ai expliqué que j'adorais voyager. Ça, c'est super important aussi. Moi, j'ai eu une fois une question sur mon CV. Est-ce que vous vous intéressez, par exemple, à l'ethnopsychiatrie ? Donc, ça débouche quand même sur des véritables questions au niveau de votre pratique en tant que psychologue. J'en ai profité également pour renvoyer encore une petite indication juste ici sur mon envie de développer les techniques psychocorporelles, puisque je médite de manière hebdomadaire, en tout cas j'essaye. Et donc là, j'ai aussi ajouté le fait que j'avais validé un cycle MBSR. Donc tout ça en fait est en lien vraiment avec l'ensemble du CV, puisque tout doit être en lien, tout doit permettre justement de créer du réseau entre les différents cadres de ce CV-là. Ensuite, pour les 2 dernières parties, donc le fait d'être rédactrice et vidéaste, j'ai longuement hésité à le mettre dans mon CV. Encore une fois, c'est un parti pris. Donc si vous avez un blog par exemple lié à la psychologie, mettez-le parce que pour moi, ça permet, comme je vous le montrais ici, de justifier vos capacités et vos compétences en rédaction. Ensuite, pour ce qui est de ma chaîne YouTube, donc là c'est vraiment très personnel pour vous montrer vraiment que je suis transparente avec vous et que je mets tout dans mon CV. J'ai eu une fois le cas d'un recruteur qui m'a rappelé après un entretien en me disant « Ah j'ai vu que vous aviez une chaîne YouTube, on n'en a pas parlé pendant l'entretien ». J'ai vu que c'était un peu perturbant pour lui et là au moins le fait d'être transparent et de le mettre, ça prouve aussi qu'il y a une volonté de ma part d'échanger, de discuter autour de la psychologie, de vulgariser certaines choses, d'être vraiment dans l'entraide puisque cette vidéo d'ailleurs a vraiment pour but de vous aider. Et pour le coup, je trouve que c'est une question de transparence. Au moins, je suis honnête avec le recruteur qui voit que j'ai ça et ça lui évite au moment où il tape sur Internet mon nom par exemple, dans la barre de recherche, d'avoir tout de suite ma chaîne YouTube qui apparaît. Puisqu'il me semble que les 2 premières choses qui apparaissent, c'est du coup ma page Facebook, Doctolib et ensuite mes vidéos YouTube. Donc voilà, c'est une question de transparence.
Ça se discute. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs, si vous pensez que ça peut pêcher un petit peu si un jour je décide de changer d'institution et que je me lance du coup dans une nouvelle démarche par rapport au recrutement. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que ce CV c'est quand même le plus abouti, mais c'est en même temps celui que je maîtrise le plus puisque c'est celui qui est le plus actuel pour moi. En tout cas, si on reprend l'ensemble de ces 3 CV-là, j'espère qu'ils vous ont aidé. J'espère que ça vous a permis justement de vous questionner sur votre propre CV, sur vous permettre de voir justement les petites nuances qu'il peut y avoir entre celui pour la sélection, celui pour la recherche de stage et puis celui une fois qu'on est diplômé, de voir que bien évidemment un CV une fois qu'on est diplômé se remplit de plus en plus, qu'il est toujours en construction, qu'il doit toujours être mis à jour. Voilà, donc en tout cas j'attends, comme je vous le disais tout à l'heure, de vous d'être actifs dans les commentaires, de vous vraiment de venir discuter, échanger sur ces CV. N'hésitez pas à discuter entre vous justement des difficultés que vous pouvez rencontrer et puis aussi si vous avez des conseils. Et en tout cas du vôtre dans ce CV-là, il faut que votre personnalité transparaisse. J'ai vu en tout cas une certaine évolution entre ces 2 CV-là, pour le coup quelque chose qui reste assez créatif, assez ludique avec les petits icônes, mais qui s'inscrit, je trouve, dans une lignée un petit peu plus professionnelle. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à activer aussi la cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.